traiter le dépassement de terme. Excusez-moi. On va parler du dépassement de terme. Et pour mieux comprendre, le dépassement de terme, c'est-à-dire une grossesse qui a dépassé le moment de l'accouchement. On peut l'appeler également la grossesse prolongée. Alors, un petit rappel sur la durée de la grossesse. Donc, durée de la grossesse. Normalement, la grossesse, elle dure entre 266 jours et 293 jours. Si vous divisez ça par 7 pour trouver en semaine, la grossesse dure entre 38 et 42 semaines. Alors, si la grossesse, si une femme enceinte avorte, accouche ou bien avorte avant la 12e semaine, on dit que c'est un avortement précoce. Lorsque, si jamais elle avorte entre 12 semaines et 28 semaines, on dit le titre c'est dépassement de terme. DDT. Dépassement de terme. OK. Donc, entre 12 semaines et 28 semaines, on parle d'avortement tardif. Entre 28 semaines et 37 semaines, on parle d'accouchement prématuré. La grossesse normale, dans la majorité des cas, elle accouche à 40 semaines. Lorsque la grossesse se prolonge jusqu'à 41 semaines, on dit que c'est une grossesse prolongée. Et lorsqu'elle dépasse 41 semaines, on dit qu'elle a dépassé le terme, on l'appellera alors dépassement de terme. Voilà. C'est ça donc la chronologie un peu des différentes parties de la grossesse. Alors, l'épidémiologie, où c'est qu'on rencontre un petit peu où ça arrive, cette chronologie, cet dépassement de terme. Alors, il faut dire que les femmes, une femme sur trois ignore la date des dernières règles. Quand une femme est enceinte et vient consulter chez vous, médecin, pour calculer l'âge de la grossesse, vous dites, madame, quelle est votre dernière règle? Elles oublient, ou là, elles peuvent donner des dates comme ça. Donc, si on se base sur les dires à l'interrogatoire de la patiente, on va trouver beaucoup d'erreurs de termes, beaucoup de dépassements. Donc, c'est faux. Allez, on va parler alors. Nous allons parler, avant de parler avant de parler de dépassement de terme, nous allons voir le diagnostic, enfin pas le diagnostic, la datation, dater, D-A-T-A-T-I-O-N, datation de la grossesse. Comment dater la grossesse? Afin pour éviter les erreurs de terme, il faut le meilleur moyen pour donner l'âge précis, la date précise de l'âge de la grossesse, c'est de faire une échographie précoce, c'est-à-dire avant la 12e semaine. Alors, quand on fait une échographie précoce, le risque d'erreur est très faible. C'est pour ça que pour calculer donc l'âge de la grossesse, pour éviter les erreurs de terme, il faut faire une échographie précoce avant la 12e semaine. Donc, on passe maintenant à l'épidémiologie. Si on prend l'âge des grossesses en général, on retrouve que 1 à 7% des grossesses, 1 à 7% sur 100 grossesses, elles peuvent atteindre 42 semaines. Alors, pour réduire
ce taux, la meilleure façon, j'ai dit qu'il faut faire une échographie précoce avant la 12e semaine. Quels sont les facteurs de risque de faire une grossesse prolongée? Quels sont les risques de faire une grossesse prolongée? Donc, facteurs de risque. Il y a des antécédents de dépassement de terme. Une femme qui a déjà fait un dépassement de terme lors de la première, deuxième grossesse, elle peut faire une deuxième grossesse prolongée. Alors, le risque de faire une récidive d'un dépassement de terme chez une femme qui a déjà fait un dépassement de terme est de 20%. Donc, les femmes qui ont déjà fait un dépassement de terme, elles peuvent refaire un autre dépassement dans 20%. Alors, pourquoi il y a un dépassement de terme? Il y a un dysfonctionnement de la contractilité utérine. Il y a des utérus qui sont atones, qui ne sont pas excitables, donc qui ne se mettent pas facilement en travail. C'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement de la contractilité utérine. Nous avons aussi d'autres facteurs qui est le défaut de maturation du col utérin. Le col n'arrive pas facilement à maturité chez certaines patientes. Défaut de maturité du col utérin. Et on a remarqué également que les enfants de gros poids font des grossesses prolongées. Il y a certaines situations, on a remarqué ça, que les enfants qui font des anencéphalies, qui ont anencéphalie, A-N-E-N, céphalie, anencéphalie, c'est-à-dire les femmes qui, plutôt les enfants, qui n'ont pas de voûte crânienne, qui n'ont pas de, si vous voulez, de tête. Il y a une absence où on a une partie du cerveau. L'hydrocéphalie, les enfants qui ont du liquide dans le cerveau. Donc, il y a une compression du cerveau, le cerveau est généralement petit. Les enfants trisomiques, la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 21. Voilà, ces grossesses-là qui présentent donc des anomalies fœtales, trisomie, anencéphalie, hydrocéphalie, ces situations de grossesse peuvent aboutir à des dépassements de terme. Voilà. Donc, maintenant, on va voir quels sont, quand il y a un dépassement de terme, est-ce qu'il y a un risque pour l'enfant? Avant de vous donner un petit peu, vous expliquer, je vais vous dire grossièrement ce que c'est. Lorsqu'il y a un dépassement de terme, le placenta est devenu vieux. On dit il est sénescent. Sénescent, S-E-N-E-S-C-E-C-E-N-T. Sénescent, c'est-à-dire il est vieux. Alors, quand le placenta est vieux, donc il devient calcifié, les échanges fœto-maternels, la circulation fœto-maternelle, elle est diminuée. Il n'y a pas une bonne oxygénation du fœtus et ça peut aboutir à une souffrance fœtale. Donc, si on veut diagnostiquer un dépassement de terme et vice-versa, si on trouve une souffrance fœtale, on cherche pourquoi. Et ça peut être en rapport avec un dépassement de terme. Donc, maintenant, vous écrivez les conséquences du dépassement de terme. Alors, les conséquences sur le placenta. Au niveau du placenta, on va aboutir à une calcification placentaire. Normalement, sur un placenta normal, les calcifications
commencent un petit peu vers la 38e semaine. Mais elles ne sont pas importantes. Donc, on classe, on va classer cette sénescence placentaire, cette calcification placentaire en 3 stades, 1, 2 et 3. Et donc, le placenta est très calcifié, on dit stade 3. L'auteur, c'est Granum, G-R-A-N-U-M. Donc, classification de Granum, lorsque le placenta est calcifié, très calcifié, on dit qu'il est au stade 3 de Granum. Donc, deuxième conséquence, il y a une dégénérescence placentaire qui va entraîner aussi une diminution de la villosité choriale et qui est responsable donc qui entraîne donc une diminution de la valeur fonctionnelle du placenta et il y a une altération des échanges entre le fœtus et la mère. Voici les conséquences donc. Les conséquences du vieillissement de la grossesse prolongée. Il y a une calcification placentaire et il y a une dégénérescence. Les deux vont aboutir à une diminution des échanges de la circulation sanguine entre la mère et l'enfant. Sur le nouveau-né, alors, qu'est-ce qu'on va obtenir chez le nouveau-né? Alors, le nouveau-né, lorsqu'il y a un dépassement de terme, on remarque une déshydratation chez l'enfant et donc une diminution du poids. Et il y a une diminution de la graisse sous-cutanée. Donc, diminution de la graisse sous-cutanée, il y a une déshydratation et il y a une baisse de poids. C'est pour cela que l'enfant à la naissance, un enfant qui est né d'une grossesse prolongée, un enfant à la naissance, lorsque vous faites l'examen clinique, vous allez trouver une peau avec des rides, comme un vieux, comme un sujet vieux. Donc, une peau sèche et ridée, R-I-D-E-E. Des rides, comme un vieillard. Une peau sèche et ridée. On peut retrouver une desquamation au niveau des mains et la plante des pieds. Et on voit aussi que le méconium est collé à l'enfant. Mais plutôt, pardon, c'est pas le méconium, pardon. Et ses pieds, ses membres sont teintés, colorés avec un peu de méconium. Méconium, ce sont les selles, si vous voulez, les selles de l'enfant. Donc, plus vulgairement, je vous dis, et lorsqu'il y a une souffrance fœtale, il y a un relâchement sphinctérien chez l'enfant et il y a émission de sel, de méconium, et c'est ce qui va colorer les pieds. C'est neurologique. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen chez l'enfant? On va trouver un allongement des ongles et des cheveux. L'enfant, quand il naît, on dirait qu'il a laissé pousser ses ongles et ses cheveux parce qu'il a dépassé, elle devait accoucher à 40, elle accouche à 42, donc les ongles et les cheveux vont pousser. Alors, il n'y a pas de vernix. Le vernix, c'est le produit blanchâtre qui couvre l'enfant. Et généralement, il y a une macrosomie fœtale et il y a c'est un enfant qui est de taille, de grande taille, qui est supérieur à la normale. En principe, c'est 50-51 cm. Les enfants qui ont dépassé le terme ont une taille importante et aussi une macrosomie, une augmentation du poids. Il y a à peu près, à partir de 41 semaines, si la grossesse s'est prolongée à partir de 41 semaines, on peut retrouver à peu près sur des enfants qui sont nés en post-terme, 20% d'enfants macrosomes. Ils sont généralement de poids élevé. Maintenant, on a... Oui.
Quelle malformation? Sur la trisomie, hein? Non, ils n'ont pas. Ah, d'accord. Pourquoi l'anencéphalie, l'hydrocéphalie, la trisomie? Il y a un dépassement de terme. Une bonne question. Alors, vous savez, le déclenchement le déclenchement du travail physiologique spontané, il est en relation avec les surrénales, la CTH. Et donc, généralement, il y a une baisse de la CTH, il n'y a pas de stimulation chez la mère. C'est en rapport avec les sécrétions fœtales. C'est la surrénale fœtale qui commande, si vous voulez, le déclenchement du travail par l'ocytocine. Et chez ces enfants-là, les trisomiques, les anencéphales et tout ça, ils n'ont pas assez, ils ont une insuffisance surrénalienne et généralement ça aboutit à un défaut de déclenchement. C'est une théorie, hein. Non, la grossesse gémellaire, c'est beaucoup plus un facteur de risque d'accouchement prématuré. Parce que c'est des enfants qui ont, ça fait un gros volume et ça peut provoquer un accouchement prématuré. C'est prématuré, ce n'est pas prolongé. C'est bon? Madame? Oui, ce n'est pas, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux anomalies. Soit qu'on a une déshydratation et une diminution du poids, soit on a des macrosomes. J'ai dit les macrosomes, c'est 20%. Ce n'est pas tous les enfants. Donc, c'est décrit, on va retrouver des macrosomes, on va retrouver des enfants longs, d'accord, des enfants déshydratés, des enfants ridés, etc. Mais ce n'est pas tous les enfants chez qui on va trouver des cheveux longs, on a des ongles longs. Attention, hein. Il y a que... D'accord, je peux continuer? Alors, les enfants post-matures. J'ai dit qu'il y a une diminution des échanges entre la mère et l'enfant. Donc, le risque ici, c'est la souffrance fœtale et la mortalité périnatale. Donc, mortalité périnatale maintenant, les conséquences. Mortalité périnatale, l'altération des fonctions placentaires, comme on a vu tout à l'heure, la diminution des échanges, le vieillissement du placenta, la calcification du placenta, sont responsables d'une augmentation de la mortalité et de la morbidité néonatale. Je dis, c'est par une diminution des échanges. D'accord. Maintenant, les conséquences du dépassement de terme chez la maman. Alors, chez la maman, la grossesse prolongée va entraîner une angoisse. Donc, angoisse qui est provoquée par le dépassement de terme. Angoisse. Et généralement, ces grossesses prolongées, j'ai dit dans 20%, il y a un macrosome. Donc, ça risque d'entraîner un travail long, pénible. Donc, risque de travail long. Alors, les conséquences chez la mère, c'est chez les femmes qui ont des grossesses prolongées, le gynécologue va provoquer l'accouchement. Et provoquer l'accouchement, c'est ce qu'on appelle faire un déclenchement artificiel du travail. Ce n'est pas un geste simple. Donc, le gynécologue va commencer à faire des manœuvres et qui ont parfois des conséquences sur la mère.
Donc, augmentation du déclenchement artificiel du travail. Il y a une augmentation de la césarienne, du taux de césarienne. La femme qui se prolonge, la grossesse qui se prolonge, la maman est inquiète, l'obstétricien aussi. Donc, il va essayer de faire un déclenchement, sinon il va faire une césarienne. Donc, augmentation du taux de césarienne. Lorsque le travail, au moment de l'accouchement, le travail est prolongé par sa macrosome, donc c'est généralement un dégagement qui est pénible. Donc on va faire des forceps, extraction instrumentale, puisque on va être obligé de faire un forceps pour accélérer l'accouchement. Et quand on fait des forceps sur un macrosome, etc., il y a des risques de déchirure du périnée chez la mère. Risque de déchirure du périnée. Alors, comment vous a traité les hémorragies de la délivrance? Lorsqu'on a un gros utérus, donc, ce sont donc des utérus, parce qu'il y a des gros enfants dedans, ces gros utérus sont susceptibles d'entraîner une hémorragie du postpartum par inertie. Donc, les conséquences chez la mère, c'est les hémorragies du postpartum par inertie. Et enfin, puisque il y a des forceps, il y a des inerties, donc il y a des révisions utérines. Donc les manœuvres endo-utérines qui vont entraîner des endométrites. Donc risque d'endométrite. Voilà les conséquences du dépassement de terme sur le placenta, sur le nouveau-né, sur la mère. Maintenant, comment faire le diagnostic et quels sont les moyens de surveillance? Donc, si on veut évaluer le terme de la grossesse, il faut que les femmes aient des cycles menstruels réguliers. Si une femme a des cycles menstruels réguliers de 28 jours, donc le calcul peut être facile. Mais chez les femmes qui ont des cycles irréguliers, tantôt 28, tantôt 35, tantôt etc., ça va être difficile parce que là, si on calcule à partir des dernières règles, tout en comptant que parce que toutes les règles, les roulettes, les règles de calcul du terme sont toutes basées sur un cycle de 28 jours. Par contre, lorsque le cycle s'allonge, l'ovulation est certainement plus tardive. Elle n'a pas eu le 14e jour, elle a eu le 20 ou le 25, etc. Donc, c'est là où il y a le risque d'erreur. Donc, l'évaluation précise du terme n'est possible, n'est valable que pour les cycles menstruels réguliers de 28 jours. Alors, donc, la date d'ovulation, de fécondation, elle est connue avec précision lorsqu'on fait, par exemple, une fécondation in vitro, lorsqu'on fait une courbe de température. Là, on sait quand est-ce qu'elle a ovulé. Mais généralement, presque aucune femme n'utilise ces méthodes-là, sauf dans les cas de fécondation in vitro, où on connaît exactement quand est-ce qu'on a fait le transfert d'embryon, quand est-ce qu'elle a ovulé, parce qu'il est surveillé par la courbe de température. Il y a une autre anomalie aussi qu'il faut rechercher, c'est les femmes qui sont sous pilule ou sous un traitement hormonal. Les femmes qui sont sous pilule, dès qu'elle arrête la pilule, elle a ses règles. Et elle tombe enceinte après. Et elle va compter sa grossesse à partir des règles qui sont venues après l'arrêt de la pilule. En général,
les femmes qui sont sous traitement hormonal, tel que la pilule ou un progestatif, etc., lorsqu'elles arrêtent la pilule, le mois qui suit est généralement anovulatoire. Il n'y a pas eu d'ovulation. Elle n'ovulera que le deuxième mois. Donc, quand la femme vient consulter, on lui demande quelle est la dernière règle, elle va nous donner les dernières règles qu'elle a eues après la prise de la pilule. Mais c'est faux, elle a inclus le mois qui est anovulatoire. Et donc, la femme va se retrouver avec un mois de plus dans sa grossesse. Donc, vous écrivez, il y a une perturbation de l'ovulation après l'arrêt d'un traitement hormonal. Et vous mettez entre parenthèses progestatif ou bien pilule. Donc là, il faut tenir compte. S'il y a il faut poser la question, est-ce que madame, vous étiez sous contraception ou traitement hormonal avant la grossesse? Elle vous dit oui. J'ai arrêté ma pilule le 1er mai. Et donc, j'ai eu mes règles le 2 mai, par exemple. Et vous allez calculer la date de dernière règle le 2 mai, soi-disant, elle a ovulé le 15 mai, alors que c'est faux. Le mois de mai, la femme n'a pas ovulé. Méfiez-vous. Donc, recherchez une notion de prise médicamenteuse à base d'œstrogène ou de progestatif. Pour calculer, il faut se méfier. Donc, le diagnostic. Donc, soit un cycle régulier, soit il faut tenir compte d'un traitement hormonal antérieur. La précision du terme ne peut être faite que chez les femmes qui ont bénéficié d'une échographie précoce. Dès que la femme n'a pas eu ses règles, elle fait une échographie précoce avant la 10e, 12e semaine. Et là, on peut calculer avec précision l'âge de la grossesse. Donc, lorsqu'on fait une échographie précoce pendant les premières semaines de la grossesse, il y a quand même un petit risque d'erreur, mais qui n'est pas beaucoup, qui n'est pas très important. Entre 7 semaines et 12 semaines de grossesse, la mesure du LCCL, C et C, longueur crânio-caudale, caudale, C-A-U-D-A-L-E, qui mesure donc la longueur crânio-caudale, elle permet un diagnostic de l'âge de la grossesse avec une erreur de plus ou moins 3 jours. Ce n'est pas important. Et si on attend la 12e ou 13e semaine, et on va mesurer le BIP, le diamètre bipariétal. Là, l'erreur augmente encore plus. Donc, la mesure du diamètre bipariétal peut entraîner un risque d'erreur de plus ou moins 5 jours. Et si on fait une échographie vers la 20e semaine, là, on peut faire un risque de 10 à 12 jours. Donc, le meilleur moyen pour donner un âge de grossesse avec précision, c'est de faire une échographie précoce avant la 10e semaine. Avant 10. Allez, maintenant, l'examen clinique d'une grossesse prolongée. Alors, il commence par le comptage du verbe compter, C-O-M-P-T-A-G-E, comptage, compter. Donc, on va demander à la femme de compter les mouvements actifs fœtaux. Mouvement MAF, mouvement actif fœtaux. On va demander à la femme de compter ses mouvements actifs fœtaux le matin et l'après-midi pendant à peu près 20 minutes à 30 minutes. La femme est couchée en décubitus latéral gauche, elle met sa main sur le ventre, ceci à partir de 30 semaines, bien sûr, 30-40 semaines, et elle met sa main sur le ventre.
Et chaque fois que l'enfant donne un coup de pied, c'est un mouvement actif. Normalement, entre 20 et 30 minutes, la femme doit percevoir au moins 2 à 3 coups de pied. Si elle ne perçoit que un pendant une demi-heure, on va dire qu'il y a une diminution des mouvements actifs fœtaux. Et c'est une souffrance fœtale. Une minute, s'il vous plaît, les étudiants. Vas-y. Vas-y, Julia. هيا زبي ناتي. مولا. هدي بص بعد يوتيوب شو واقع. بتاع les urgences. برزنتها لي ديجا. ايه دير un bilan بتاع les urgences ونشوفوا l'importance. إذا كان le saignement minime, on peut rester en attendant. إذا كان cataclysmique, on est obligé. Alors, on continue les étudiants. Donc, l'examen clinique, on va compter les mouvements actifs fœtaux pour voir s'ils sont diminués, ils sont absents, ou là, ils sont normaux. Ils sont normaux lorsqu'il y a 2 à 3 mouvements actifs, matin et soir, pendant 20 à 30 minutes. Quand on suspecte un dépassement de terme, tu ne vas pas faire des mouvements actifs à 20 semaines. C'est lorsqu'on suspecte un dépassement, c'est-à-dire à 41, 42 semaines, on va dire, hop, attention, c'est un dépassement, il faut calculer. Donc, les mouvements actifs, c'est lorsqu'il y a une suspicion de dépassement. Quand vous faites l'examen des MAF à 25 ou à 30 ou à 35 ou 40 semaines, ce n'est pas un dépassement, donc vous n'allez pas mesurer les MAF. Lorsqu'il y a dépassement. Mesure de la hauteur utérine maintenant. Mesure de la hauteur utérine. Lorsqu'il y a une diminution de la hauteur utérine, ça veut dire qu'il y a une diminution du liquide amniotique, parce que le liquide amniotique, il commence à baisser à partir de 30 semaines. Donc, c'est un signe aussi de souffrance. Ensuite, on va évaluer les conditions du col. Alors, le toucher vaginal, normalement, à partir de la 38e, 31e semaine, le col peut devenir plus court et il commence à s'ouvrir. Donc, vous faites un toucher vaginal pour apprécier le col, pour apprécier l'évaluation des conditions cervicales. Donc, on va apprécier le degré de maturation du col, sa longueur et son ouverture, ce qui permet d'établir le score qu'on appelle de Bishop, B-I-S-H-O-P. C'est quoi le score de Bishop? Il contient plusieurs paramètres, qui est la présentation céphalique, le degré de longueur du col, l'ouverture du col, le descente de la présentation et le score de Bishop. Et lorsque le score est favorable, supérieur à 5, on peut déclencher. Ensuite, on fait un ERCF, E-R-C-F, un enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Alors, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, il permet d'analyser le rythme cardiaque fœtal, la fréquence. Il permet de mesurer l'amplitude des battements cardiaques fœtaux et il permet de détecter des anomalies du rythme cardiaque fœtal, soit une accélération, soit une décélération. Et donc, l'analyse du rythme cardiaque fœtal permet de nous donner une idée sur le bien-être fœtal. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Ensuite, on passe à l'échographie fœtale. L'échographie, elle permet d'apprécier la quantité du liquide amniotique, l'aspect du placenta, etc. Donc, on étudie à l'échographie le grade placentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc, lorsqu'il y a une grossesse prolongée, on va retrouver à l'échographie une hypercalcification placentaire, donc un grade avancé, grade 3, quand il est associé avec une diminution du liquide amniotique. Ceci est en faveur d'une souffrance fœtale et d'un retard de croissance, RCIU, retard de croissance intra-utérin. Donc l'échographie, diminution du liquide, placenta très calcifiée, c'est en faveur d'une souffrance fœtale. Parce que finalement, le diagnostic de grossesse prolongée, ça va de pair avec souffrance fœtale. Qui dit grossesse prolongée dit probablement souffrance fœtale. Donc, pour poser le diagnostic de grossesse prolongée, on va chercher les signes de souffrance fœtale. Les signes de souffrance fœtale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les MAF, la mesure de la hauteur utérine qui peut diminuer, ou bien un rythme cardiaque fœtal qui est perturbé. Alors, on termine par une évaluation du bien-être fœtal. Vous allez évaluer maintenant, vous avez fait le comptage des mouvements actifs, vous avez fait l'échographie pour voir les mouvements actifs fœtaux à l'échographie. L'enfant va donner des mouvements d'extension et de flexion des membres et des mouvements du corps. Et vous faites l'échographie pour voir la quantité de liquide amniotique. Est-ce qu'elle est diminuée? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est augmentée? Et on fait un enregistrement de rythme cardiaque fœtal, ERCF. Et avec tous ces éléments-là, on va établir un score qui est le score de Manning, M-A-2-N-I-N-G. Le score de Manning, lorsqu'il est... Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il est coté de 1, 2 et 3. On commence par les mouvements actifs fœtaux. Alors, il y a les mouvements des jambes. Il y a le mouvement du corps. Il y a le RCF. Il y a la quantité de liquide amniotique. Elle est diminuée, elle est normale, elle est élevée. Et donc, à chaque fois, on note en fonction de ce qu'on trouve. 1, 2, 3, etc. Ce qu'on trouve, on va dire mouvement extension, vous dites bon, vif, etc. Donc tu mets 2 ou 3. Lorsque le liquide amniotique il est inférieur à 2, on met inférieur à 2, on met 1. Entre 2 et 5, 6, on met non, lorsqu'il est inférieur à 2 cm, la citerne du liquide amniotique inférieur à 2 cm, on met 1. Lorsque la hauteur de la citerne est entre 2 et 5, on dit, ou 6, on dit qu'elle est, on va noter 2. Et si elle est supérieure à 6, donc on va dire que quantité de liquide amniotique très bonne, on met 3. Et donc on additionne tous les paramètres et on met un chiffre. Alors si le score de Manning est inférieur à 6, on dit qu'il y a un mauvais score. S'il est supérieur à 6, on dit score de Manning bon. Tout ça pour évaluer le degré de souffrance fœtale. Parce que je répète, je vous dis que le dépassement de terme, c'est systématiquement une souffrance fœtale. Donc, quand on cherche le diagnostic de dépassement de terme, on cherche les signes de souffrance fœtale. Et à la fin, on peut terminer l'examen clinique, l'évaluation, par une amnioscopie. A-M-N-I-O-S-C-O-P-I-E. L'amnioscopie, c'est quoi? C'est l'examen à travers le col, donc lorsque le col est ouvert, donc on rentre dans le vagin, on rentre dans le col de l'utérus, et avec l'amnioscope, qui est un tube surmonté d'une lumière, et on examine
la poche des os à travers le col, l'amnioscopie. Donc, si on trouve dans l'amnioscopie beaucoup de liquide clair avec du vernix qui flotte, on dit qu'il n'y a pas de dépassement de terme, on dit que l'enfant est bien. Si on trouve du méconium, par exemple, on va se dire du méconium et une absence de vernix qui flotte. On dit attention, il y a eu un relâchement sphinctérien par souffrance fœtale, donc c'est un enfant qui souffre. Et lorsqu'on ne trouve pas du tout de liquide ou très peu de liquide, on dit qu'il y a une diminution importante du liquide amniotique et probablement une souffrance fœtale aiguë. Il faut alors extraire l'enfant. Hein? Les analyses du rythme cardiaque fœtal? Les anomalies. Mais je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir une accélération. Le rythme cardiaque, non, mais ça se fait en TD. Hein? Donc, quand on fait si jamais je fais un ERCF, je vous inviterai, excusez-moi les étudiants, hein, je suis en plein cours avec les étudiants. Hein. Ou quand les étudiants font cours, toi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Ah, il y a tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, la question que vous me posez, quelles sont les anomalies du RCF? Eh bien, c'est long. Si jamais je dois faire un exposé sur le RCF, je vous inviterai. Votre collègue Yousra, si je la vois, je lui dirai Ouktachandi. Parce que le RCF, comment le monter, comment mettre les sondes, comment enregistrer, etc. Ensuite, les différentes anomalies. Les différentes anomalies, d'abord sur la fréquence normale d'un ERCF, elle varie entre 120 et à peu près 150. Si on a un ERCF avec une fréquence inférieure à 120, déjà c'est une bradycardie. Lorsqu'il est supérieur à 150, 160, on dit que c'est une tachycardie. Ensuite, l'amplitude, les variations de l'amplitude. Lorsqu'il y a une bonne amplitude, ça veut dire qu'il y a une bonne tonicité. Ensuite, on analyse le rythme cardiaque fœtal qui est à 140, 140, 140, et au moment de la contraction, il descend à 120. On dit qu'il y a un ralentissement. Et ce ralentissement aussi, on l'analyse. Est-ce qu'il est pathologique ou la physiologique, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Le RCF en lui-même, c'est une longue question. Très bien. Conduite à tenir. Devant une femme qui consulte, elle vous dit, docteur, je devais accoucher d'après la réglette. Je devais accoucher le 25 août et nous sommes le 2 août, je n'ai pas accouché. C'est-à-dire, elle est à 41 semaines à peu près et 2 jours. Alors là, il faut reprendre tout l'interrogatoire. Conduite à tenir devant une suspicion de dépassement de terme. D'abord, il faut d'abord corriger les erreurs. Conduite à tenir, il faut d'abord corriger les erreurs de calcul. Il y a beaucoup d'erreurs de calcul, on appelle ça les erreurs de terme. Donc, pour réduire ces erreurs de terme, il faut instaurer chez toute femme enceinte une datation, une date, D-A-T-A-T-I-O-N, une datation de la grossesse précoce. Donc, une datation échographique précoce avant la 10e semaine, elle permet donc de dater avec précision l'âge de la grossesse et le risque, comme j'ai dit tout à l'heure, est à peine de plus ou moins 3 jours.
D'accord. La deuxième, maintenant, solution, il faut faire un bon interrogatoire pour ne pas tomber dans l'erreur d'erreur de terme. Il faut toujours un interrogatoire, rechercher si la femme, quand elle est tombée enceinte, elle était en aménorrhée. Il y a des femmes qui sont en aménorrhée, dans le post, par exemple, après un accouchement, elles tombent enceintes, où il y a en aménorrhée. Là aussi, c'est un problème. Tu ne peux pas calculer. Et des fois, les femmes avancent des dates comme ça, fausses. Ou bien l'interrogatoire, rechercher une prise médicamenteuse à base d'hormones, œstrogènes ou progestérone. Là, ça permet de réfléchir un petit peu sur l'erreur de terme. Maintenant, comment provoquer l'accouchement? Alors, pour éviter le prolongement de la grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratique. Que faire en fin de grossesse? Que faire pendant la fin de la grossesse? C'est-à-dire, la femme est arrivée à 40, 41 semaines, n'a pas accouché. Il faut instaurer une surveillance. Alors, à partir de 41 semaines, dès que la femme n'a pas accouché, entre 40 et 41, donc il faut instaurer une surveillance toutes les 48 heures.
باش ما نديرش الحساب. او راكم تسمعوا ولا ها؟ مازال. وين حبس؟ s'il vous plaît وين حبس باش أما نقولو يعاود باش نعمل بيكون كونيكتي. دنيا ما نعرف راهم هم يسمعوا نقدر لما نقول قداه بريسون قداه كاين بريسون 71 C'est toi qui parles. Oui. Oui, ça, ouais. 71. 71 pesado. C'est bon? Je peux parler? Très bien. L'autre fille, tu m'entends? À partir de la surveillance. Oui. Très bien. Donc, je répète, en fin de grossesse, il faut instaurer une surveillance toutes les 48 heures. Alors, cette surveillance, elle va tenir compte des mouvements actifs fœtaux, un examen au spéculum bien touché et un rythme cardiaque fœtal. Et un enregistrement du rythme cardiaque fœtal. S'il n'y a pas de signe évocateur d'une altération du bien-être fœtal, si le liquide amniotique est normal, le RCV est normal, la surveillance sera poursuivie jusqu'à ce que le score devienne favorable, le score de Bishop, hein, Manning, Manning c'est le bien-être. Alors, si le score de Bishop est bas, le col devient plus large, plus court, donc on peut déclencher. Donc, surveillance par les mouvements actifs fœtaux à la main, surveillance par un ERCF chaque 48 heures et surveillance échographique du liquide amniotique et du Manning, c'est-à-dire le score de bien-être fœtal. S'il n'y a pas aucune altération, on peut attendre jusqu'à 42 semaines. S'il y a une altération de l'ERCF ou bien dans la surveillance, là, il faut passer à la troisième étape, c'est-à-dire le déclenchement. Quand est-ce qu'il faut envisager un déclenchement du travail, c'est-à-dire provoquer l'accouchement par des moyens mécaniques ou bien médicamenteux? Alors, si le col est fermé, défavorable, un score de Bishop favorable, défavorable, il faut, si le score de Bishop est défavorable, il faut envisager une maturation cervicale, c'est-à-dire il faut donner des médicaments pour rendre le col plus souple et ouvert. Il faut prescrire des prostaglandines. Si maintenant
le col est favorable. Le score de Bishop est supérieur à 6. J'ai dit que le score de Bishop, c'est quoi? C'est lorsque le col méthane. Alors, le score de Bishop est noté de 1 à 3. C'est-à-dire, non, les éléments, les paramètres sont comptés de 1 à 3. Par exemple, lorsque le col est long, 0. Lorsqu'il est court, il est à 1. Ensuite, lorsqu'il est très court et ouvert, c'est à 2. Ensuite, on va compter l'ouverture du col. Un col complètement fermé, lorsqu'il est ouvert jusqu'à 4, 5. Donc, on met 0, 1 et 2. Lorsque la présentation est haute, elle est fixée, elle est plongeante. On note 0, 1 et 2. Et voilà, et donc on note différents paramètres. Et si on a un score de Bishop supérieur à 4, on peut déclencher. Ça va marcher l'accouchement. Donc, troisième élément, si on a un score qui est défavorable pour le déclenchement, plus une situation qui est défavorable à l'accouchement par voie basse, c'est-à-dire lorsqu'il y a un gros enfant, lorsqu'il y a un utérus cicatriciel, ou lorsqu'il y a une souffrance fœtale, il faut faire une césarienne. Voilà. Donc, voici le dépassement de terme. Le problème que pose le dépassement de terme, c'est d'abord un problème de diagnostic de certitude. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de médecins qui déclarent qu'il y a un dépassement de terme alors que c'est une faute, c'est une erreur de terme. Le calcul est mal fait et la surveillance aussi. Donc, il faut faire un bon interrogatoire, il faut faire une bonne échographie précoce pour dire que c'est un dépassement de terme. Si vous n'avez pas une échographie précoce, si vous n'avez pas fait un bon interrogatoire, il n'y a pas de certitude que ce soit un dépassement de terme. Alors, lorsqu'il y a un dépassement de terme, il faut surveiller. Il faut surveiller, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Il faut surveiller la survenue d'une souffrance fœtale, parce qu'il dit dépassement de terme, dit souffrance fœtale. Donc, il faut chercher des signes de souffrance fœtale. Le premier examen qui est facile, c'est le comptage des mouvements actifs. La femme est couchée sur le côté latéral gauche, la main sur le bas-ventre, et elle attend les coups de pied de l'enfant. Donc, elle doit ressentir plus de 2 coups de pied en une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Deuxième élément, on va faire une échographie pour l'exploration du placenta. Un placenta qui est homogène est un bon placenta. Un placenta qui est calcifié et qui commence à se calcifier, il y a 3 grades, 1, 2, 3. C'est un mauvais placenta, donc mauvaise circulation fœto-maternelle. Ensuite, on fait un enregistrement de rythme cardiaque fœtal. Il faut qu'il soit normal. Ensuite, on va évaluer les mouvements à l'échographie de flexion et d'extension des membres. Il faut qu'il y ait de bonnes flexions et de bonnes extensions. Il faut explorer les mouvements respiratoires chez l'enfant. Il respire. Il y a des mouvements respiratoires qu'on voit à l'échographie. Et il faut explorer la quantité de liquide amniotique. Alors, ces 5 paramètres-là, on va les noter. Et si on a un score de Manning supérieur à 6, on dit qu'il y a un bon score de bien-être fœtal. On peut attendre encore. Si le score est inférieur à 6 à 5, c'est un mauvais score, l'enfant souffre, il faut prendre une décision. Voilà. Allez, on va passer au deuxième cours. Vous êtes d'accord? Pas de questions. Allez, on va